À Germantown, en Caroline du Nord, la ferme des Lawson est enveloppée dans le calme froid de décembre 1929. Dans quelques jours, un événement inimaginable va secouer cette petite communauté rurale et laisser une empreinte indélébile dans l'histoire criminelle américaine. Pour l'heure, toute la famille se rend à Winston-Salem, la grande ville du coin, où Charlie, le père de famille, gâte sa famille nombreuse. Nouveaux vêtements de fête, bijoux, chaussures, ils ont droit de choisir ce qu'ils veulent. Étrange pour une famille métayère qui peine déjà à joindre les deux bouts, non ? Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés de l'affaire Lawson. Je vous l'avais raconté dans le premier épisode de cette saison, à quelques jours de Noël, Charlie emmène donc toute sa famille en ville faire du shopping, ce qu'il n'avait jamais initié auparavant. Mais encore plus surprenant que de dépenser toutes leurs économies en bijoux et en beaux vêtements, il a réservé une activité très spéciale pour lui, sa femme Fanny et leurs 7 enfants. Une séance photo. Et pas juste un petit truc, une vraie séance photo, professionnelle. Là, vraiment, la famille est sidérée devant les choix du patriarche, à croire qu'il a gagné à la loterie sans en parler à personne. C'est très, très rare pour les familles de l'époque d'avoir des photos chez eux, et encore moins des photos d'eux-mêmes. Même à la fin des années 20, c'est un luxe que peu de gens de la classe modeste, ouvrière ou agricole peut se permettre. Dans les années 20, la photographie est à un tournant. Bien que les appareils photo grand public, comme le Kodak, rendent la photographie plus accessible, la plupart des familles n'ont pas les moyens ou même les compétences nécessaires pour capturer leurs propres souvenirs. Avoir un portrait familial, réalisé par un professionnel, est réservé aux occasions spéciales. Mariage, baptême ou funérailles. Les photos jouaient un rôle crucial dans la mémoire familiale, surtout à une époque où les déplacements familiaux sont fréquents et les décès prématurés très courants. Parfois, on photographie même les membres d'une famille post-mortem, et c'est de temps en temps même le seul cliché qu'on a de la personne décédée. Dans ces cas-là, on met carrément tout un dispositif en place que j'ai trouvé particulièrement incroyable en regardant toutes les photos dans les archives. On les habille souvent en tenue de fête et on pose à côté d'eux complètement décontractés. En général, on essaye de les faire tenir debout avec un système qui ressemble quand même fort à un porte-manteau qu'on met dans leur dos pour évidemment que ça ne se voit pas à la photo. Mais le rapport à la mort était extrêmement différent d'aujourd'hui. Dans les foyers modestes, il n'était pas inhabituel qu'une seule et unique photo de famille existe, souvent encadrée et exposée dans une pièce centrale. Ce portrait devenait une sorte de trésor familial, un témoin des liens et des générations. La séance photo des Lawson, peu de temps avant le massacre, prend donc une dimension tragique, celle de la volonté de Charlie de montrer sa famille sous son meilleur jour. Et ce choix n'intrigue pas que nous, il intrigue beaucoup de monde, et ça jase un peu à Germantown quand les voisins apprennent ce qu'ils sont partis faire. En tant que métayers, les Lawson mènent une vie modeste, où chaque dollar compte. Une telle dépense pour un portrait de famille est inhabituelle et dénote. Ce n'est pas normal. Qu'est-il bien passé par la tête du père de famille ? Sur la fameuse photo que vous pouvez apercevoir sur la pochette de cette saison, les Lawson posent en habit du dimanche, ce qu'ils ont acheté ensemble. Fanny tient la plus jeune dans ses bras, Marie-Lou. Charlie, le père, regarde fixement l'objectif, une expression impénétrable sur le visage, avec à sa droite ses 2 aînés. Les autres enfants, alignés, affichent une gravité peu commune pour leur âge. Avec le recul, ce portrait devient une pièce troublante de l'histoire, presque prophétique, marquant les derniers instants d'une famille sur le point de disparaître. Mais ça, Fanny et ses enfants ne le savent pas encore. Charlie, lui, eh bien, comme toujours, je vous laisse vous faire votre propre avis.
25 décembre 1929. Les Lawson commencent la journée comme tant d'autres familles américaines, enjouées par la perspective d'une journée ensemble pour fêter Noël. Les enfants s'enthousiasment en chantant dans le salon, décorés simplement. Marie, l'aînée des filles, prépare un gâteau au raisin, un dessert à 2 étages assez exceptionnel pour leurs conditions, que son père a insisté pour inclure dans les festivités. Dans les années 20, Noël, dans les zones rurales des États-Unis, est une fête empreinte de simplicité et de spiritualité. Les familles modestes comme les Lawson privilégient des célébrations tournées vers la communauté et la foi, protestante dans leur cas. Les décorations étaient souvent fabriquées à la main et les cadeaux étaient modestes, souvent pratiques, comme des vêtements ou des objets utiles pour la maison. Le repas de Noël, bien que modeste, représentait un moment central, rassemblant les proches autour de plats traditionnels comme la volaille, le lapin ou du jambon et des pâtisseries. Justement, le gâteau au raisin préparé par Mary Lawson s'inscrit dans cette tradition, symbolisant à la fois l'amour familial et l'effort de tous pour rendre ce jour spécial, et ce malgré les difficultés financières de l'année. Noël n'était pas seulement une fête religieuse, mais un moment de réconfort et d'espoir, dans une période où les épreuves, surtout économiques, touchaient de plein fouet les familles, surtout nombreuses et surtout rurales. Charlie est toujours taciturne, comme éteint depuis son accident il y a plusieurs mois. Mais ce jour-là, il a le cœur à la fête, semble-t-il. En tout cas, il est de bonne humeur, et ses maux de tête ne l'ont pas repris. Arthur, l'aîné de 19 ans, est parti quant à lui à la chasse au lapin, une activité de Noël typique à cette époque. Nous, on mangerait simplement des chocolats affalés dans le canapé, mais que voulez-vous, les temps ont changé. Le fait est que le garçon finit par manquer de munitions, et il rentre à la maison en demander à son père, qui possède également un fusil de chasse calibre 12. Mais Charlie lui répond qu'il n'a plus de cartouches, ou en tout cas qu'il veut en garder pour lui, et qu'il n'a qu'à descendre dans le centre de Germantown pour aller en acheter. Arthur quitte donc la ferme dans la matinée, à pied, pour aller chercher ses munitions. Alors qu'il est en ville, Charlie, son père, attrape son propre fusil de chasse, gros calibre. Il se poste près du séchoir à tabac et place dans le chargeur 8 balles de calibre 12. Carrie et Mabel, ses 2 plus jeunes filles, se rendent chez leur oncle à quelques kilomètres. En passant devant leur père, elles n'ont pas le temps de voir ce qui leur arrive. Il les abat d'un coup de feu chacune, puis les matraque avec la crosse de l'arme pour s'assurer qu'elles sont mortes. Il déplace leurs 2 petits corps dans le séchoir à tabac et se tourne vers la ferme. Sous le porche, son épouse Fanny, terrifiée par les coups de feu qu'elle a entendus, ne voit pas non plus le coup venir. Charlie l'abat d'une balle et elle s'effondre devant la porte d'entrée. Dans la maison, Charlie poursuit le massacre en tuant son aîné, Marie, qui crie encore d'avoir vu s'effondrer sa mère. Les 2 petits garçons, James et Raymond, trouvent une cachette, mais leur père finit par les retrouver à l'étage et les abat chacun d'une balle. Il reste 2 balles dans le fusil de chasse. Dans le salon, la petite Marie-Lou, 4 mois, est battue à mort par son père. Charlie prend le temps de rapatrier les corps de sa femme et de ses enfants dans le séchoir à tabac où il les aligne. Il place sous leur tête à chacun une grosse pierre comme un oreiller pour l'éternité. Puis, son œuvre terminée, il prend la fuite dans les bois qui bordent la propriété. Des proches, oncles et tantes des petits, voisins sympathiques qui étaient en route pour souhaiter un joyeux Noël à la famille, arrivent sur place et là, ils découvrent l'horreur. Ils tombent sur les 7 cadavres, alignés, les mains croisées sur la poitrine, la tête relevée par les pierres, les yeux fermés. La famille Lawson, presque au complet, éteinte pour toujours. Ils constatent bien vite qu'il manque Charlie, le père, et aussi Arthur, l'aîné de 19 ans. Ils préviennent immédiatement les autorités de Germantown et les premiers policiers arrivent sur place peu de temps après, accompagnés par Arthur, qui découvre à son tour le massacre de toute sa famille. Je ne ferai pas la blague car l'heure est grave, mais où est Charlie ? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce lui qui a fait ça ? Se cache-t-il ? Doit-on s'attendre à le trouver lui aussi mort quelque part ? Ils entrent dans la maison et partout du sang. Du sang qui macule le plancher, les murs et même la table du salon dressée pour Noël. En son centre, un magnifique gâteau au raisin à 2 étages pour célébrer une fête que les Lawson n'auront plus jamais l'occasion de fêter.
Quelques heures après la tuerie, alors que tout le monde est encore près de la petite ferme des Lawson, amis, famille, policiers et Arthur entendent un coup de feu très distinctement. Persuadé qu'il s'agit de son père, Arthur se précipite dans la forêt derrière les champs de tabac et s'enfonce jusqu'à découvrir le corps de son père, inanimé, une balle de fusil de chasse logée dans le cœur. Il s'est suicidé. Près du corps, un arbre majestueux semble avoir été son dernier refuge. Les policiers s'arrêtent particulièrement sur les empreintes de pas tout autour de la zone où son corps est étendu et qui forment un cercle parfait. Peut-être Charlie Lawson a-t-il fait les 100 pas pendant des heures après avoir pris la vie de chacun des membres de sa famille. A-t-il essayé de sortir de son état de folie et de prendre conscience de ce qu'il venait de faire ? Ou cherchait-il simplement le courage de sauter la vie ? On ne saura jamais. Dans ses poches, on retrouve une lettre pour ses parents qui ne dira rien de ses motivations, ainsi que 2 pages griffonnées dont l'une disait « Des ennuis peuvent causer » et l'autre « Personne à blâmer ». Pour le moment, c'est une énigme, et ça n'a même pas vraiment de sens. Une seule chose est sûre, Arthur est maintenant le dernier et le seul représentant de la famille Lawson encore en vie. Il y a de nombreuses pistes à explorer à ce stade, mais avant de vous expliquer toutes les théories et toutes les informations qui sont ressorties aussi après les assassinats des Lawson, j'avais envie de faire le parallèle avec une autre affaire survenue en 1922 en Allemagne. Le massacre de la famille Gruber-Gabriel à Hinterkaifeck en Bavière. 6 membres de la famille Gruber-Gabriel, dont un enfant de 2 ans, sont sauvagement assassinés à coups de pioche. Les corps sont retrouvés cachés dans la grange et la maison, soigneusement alignés et recouverts de foin et de vêtements. Les assassinats sont attribués au père de famille, Andreas, qui entretenait par ailleurs une relation incestueuse avec sa fille. Dans cette affaire, aucun mobile pour ces meurtres en 1922, comme aucun mobile réel non plus pour le geste de Charlie Lawson qui a exterminé sa famille. Pour les voisins et les proches, il s'agit d'une trahison incompréhensible, commise par un homme autrefois respecté et qui peu à peu a sombré dans la folie. Pour les chercheurs, c'est un cas fascinant qui illustre la complexité du mélange des facteurs sociaux, économiques et psychologiques derrière des actes aussi extrêmes. Pour moi, le côté rituel n'est pas à laisser de côté et j'ai hâte de vous en dire plus sur toutes les théories qui entourent ce fait divers terrible de 1929. Je vous laisse méditer et vous faire votre propre théorie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 3e et dernier épisode de cette saison 16 de Crimes oubliés consacré à l'affaire Lawson.